Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et ce soir, on parlera obligations convertibles avec Aymeric de Tapie, responsable de la recherche convertible chez Spread Research, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Clémence. Merci d'être là. Alors, avant toute chose, peut-être qu'on va commencer pour essayer de poser le tableau. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation convertible ? Qu'est-ce que c'est une obligation convertible ? Alors c'est un marché qui est assez confidentiel. On parle de 300 milliards de montants de capitalisation, 70 milliards en Europe. Pour donner une comparaison, 70 milliards, c'est un peu moins de Safran, c'est un peu moins que Schneider, qui ont toutes deux d'ailleurs des convertibles, en termes de taille, c'est pour ça que je les cite, c'est pas innocent. C'est 4 fois moins que LVMH, qui est aussi présent dans le marché des convertibles. Voilà, donc on parle beaucoup des convertibles sur des biais de croissance, mais vous voyez que ce sont quand même des gros mastodontes qui sont présents dans le marché. Une convertible, c'est quoi ? C'est un instrument de dette. Donc ça permet à une société de se financer et donc de trouver une réponse de financement comme elle pourrait l'avoir comme une obligation traditionnelle. Donc ça fonctionne principalement comme une dette traditionnelle, avec les risques obligataires, avec les opportunités de resserrement des crédits de spread, donc les taux, les coupons qui sont payés régulièrement, les maturités. Et puis, on a ce petit twist optionnel qui apparaît souvent comme un gros mot. Voilà, qui fait toute la caractéristique du convertible. Toute la caractéristique du convertible, et en fait, qui est, je pense, un problème de riche si jamais on entend bien que c'est un instrument de dette. Si jamais on commence à parler de cette sensibilité action, de cette fameux tilt un peu à la hausse, on est en train de parler en fait d'une surperformance potentielle comparée à l'univers obligataire traditionnel. Bien sûr. Et donc on le voit d'ailleurs historiquement dans les graphiques. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne et c'est comme ça que doit être compris une convertible. C'est une dette sur laquelle on a ce petit twist potentiel à la hausse. D'accord. Et alors, du coup, vous nous avez dit les principales caractéristiques du marché, c'est un tout petit marché qui est très diversifié. Alors, quels sont les secteurs qui peuvent être les plus représentés ? On a des secteurs comme le secteur du e-retail, par exemple. Bon, c'est un secteur que je me suis approprié ou nommé, enfin, en tout cas comme ça, parce qu'il était un peu particulier et très présent dans notre univers. Donc, de facto, il va offrir une très grande diversification à l'investisseur aussi. Ça, c'est important à retenir. Je citais LVMH, on a aussi L'Oréal qui est présent dans cet univers, mais ensemble, c'est la 14e plus gros secteur. Donc vous voyez, c'est un secteur qui est assez petit dans notre univers. Le e-retail, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est les semi-conducteurs. On a des industriels. On a Rheinmetall ou Safran, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, qui sont aussi très présents dans notre univers. Donc on voit que c'est un univers qui offre une très belle diversification quand on le compare à l'univers action traditionnel, même à un univers obligataire autre. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les avantages ? Parce qu'évidemment, si on fait des obligations convertibles, c'est bien qu'il y a un avantage. Il y a un avantage pour l'émetteur, il y a un avantage pour l'investisseur. Alors, quels sont les avantages déjà pour l'émetteur ? Alors, l'émetteur, multiples. Vous comprenez bien que c'est un moyen, c'est une dette. Donc, c'est un moyen pour une société de se financer. De se financer sur une classe d'actifs différente de celle qu'elle a par ailleurs. Obligations traditionnelles, prêts bancaires, des marchés obligataires périphériques, où on peut appeler comme ça, par exemple les Schuldschein, je pense à ça. Bon, voilà. Et vous avez les convertibles. Donc vous avez accès à une classe d'actifs et d'investisseurs particuliers. Les avantages, ça va être un coupon moindre, puisque vous avez ce fameux twist action potentiel. Donc en échange de ce twist action potentiel, l'émetteur paiera un petit peu moins de coupons. Voire beaucoup moins de coupons. Ça va être fluctuant en fonction de l'environnement de marché. Dans un marché avec des taux relativement élevés comme ceux que l'on connaît actuellement, on peut dire qu'on est 2% en dessous de ce que l'émetteur pourrait avoir. Attention, c'est à mettre en relatif avec la qualité de l'émetteur, etc., la maturité, sûr, tout un tas de choses. Comme une obligation traditionnelle. Mais c'est quand même moindre. Vous n'avez pas forcément des covenants, ou vous n'avez pas autant de covenants que ce que vous pourriez rencontrer dans le cadre d'un prêt bancaire ou d'une obligation traditionnelle. Ça, c'est aussi un autre avantage. Et c'est très important. Chez Spread Research, on a une équipe d'analystes crédit qui étudie au laser tous les covenants associés à ces dettes obligataires traditionnelles. Donc vous voyez que c'est quand même pas un avantage moindre pour un émetteur. C'est pas forcément un émetteur noté. 50% de la classe d'actifs n'est pas notée. 50% c'est important, ça ne veut pas dire que ce sont des notations pourries au bout de la chaîne. On estime qu'à peu près 50% de cette partie-là, ce sont des émetteurs de qualité, très comparables à ce qu'on appelle les investment grade, donc triple B- et au-dessus. Vous avez un délai de placement qui est relativement court.
Ce qui d'ailleurs est souvent porté par les investisseurs comme étant un désavantage pour eux parce qu'ils ont quelques heures en fait. Vous avez l'annonce qui est faite le matin avant l'ouverture vers 7 heures du matin ou alors le soir après la fermeture et vous étudiez le dossier. Si c'est un serial émetteur, c'est-à-dire un émetteur qui était déjà présent, ça peut aller assez rapidement, mais lorsque c'est un nouvel émetteur, vous comprenez bien qu'il y a quand même un branle-bas de combat généralisé au sein de l'équipe pour pouvoir comprendre dans quoi est-ce qu'on va investir. Donc on parle de quelques heures de placement, ce qui est un avantage non négligeable pour l'émetteur. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'il va pouvoir optimiser les conditions de marché une fois qu'il aura obtenu l'autorisation de l'Assemblée générale de pouvoir émettre une convertible du fait de la dilution. Et j'en parle juste un dernier 30 secondes là-dessus. Souvent, les émetteurs voient cette dilution comme un frein pour émettre de la convertible. Sauf que une convertible, le twist, la dilution ne va pas avoir lieu à un niveau action actuel. Il va avoir lieu avec 30% au-dessus. Donc, on parle de 30% au-dessus des cours actuels. Donc, c'est une dilution qui est quand même avec des niveaux action un peu plus élevés, une augmentation de capital assez intéressante. Je pense que c'est ce qu'on appelle solidifier le bilan, d'une certaine façon. Et si jamais ça n'a pas lieu, alors l'émetteur aura bénéficié de tous les avantages que j'ai cités pour un syndrome. D'accord. Et le dernier avantage, ça va être aussi la possibilité pour un émetteur de sortir tout ou partie d'une participation. Par exemple, Wendel récemment a émis une échangeable en Bureau Veritas, 750 millions, donc c'est quand même pas un petit montant. Et c'est une opération qui a été faite en parallèle avec un placement action. Ils ont placé les actions avec une décote et ils ont placé 750 millions d'échangeables Bureau Veritas Wendel en Bureau Veritas avec une prime de 25%. Vous voyez la différence quand même, 25%. Donc c'est quand même pas négligeable, je pense aussi, pour un émetteur de pouvoir avoir cet outil-là. Et puis pour les investisseurs. Les investisseurs, on parle souvent, et c'est toujours d'actualité, on parle souvent en fait du paradigme des convertibles. Un profil de performance équivalent à celui des actions avec un tiers ou moitié moins de vol de celui des actions traditionnelles. D'accord. Les actions traditionnelles, ça génère entre 5 et 7% par an depuis la nuit des temps. Bon, avec un profil de risque qui oscille entre 12 et 16% de volatilité à travers les temps. Les convertibles, c'est entre 4 et 5% par an depuis la nuit des temps, avec un profil de risque équivalent à 6 à 8%. Et il n'y a pas forcément une association. Quand je dis un tiers à la moitié, c'est vraiment le cas. Alors oui, on a eu des périodes malheureuses qui ont remis un peu en cause ce paradigme qui fonctionne sur le long terme. J'ai commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, des graphes existaient sur un historique de 20 ans et on pouvait observer que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, je peux fournir des graphes qui fonctionnent sur 20 ans, voire plus, 30. Et je peux montrer que ça fonctionne aussi. Donc ça fonctionne. Mais on a des courtes périodes, évidemment, où c'est mis à mal. Et ça jette l'opprobre sur la classe d'actifs assez souvent. On a 2008 et là encore, je pourrais dire que ce n'est pas complètement vrai. 2008, c'est une des plus grosses crises financières qu'on ait jamais connues. Bien sûr, Lehman Brothers, qui est à l'épicentre de cette crise financière, et qui est aussi un énorme prêteur, un énorme acteur bancaire dans le financement des hedge funds, qui était très présent dans l'univers des convertibles en 2008, fait faillite. Normalement, vous savez, les gros poissons maigrissent, les petits poissons meurent. Je vous ai dit que le marché convertible était confidentiel. Il aurait dû mourir. Mais pas ça n'a pas été le cas. Il a fait moins 39%, les actions faisaient moins 50%. Donc là encore, on a quand même eu un petit effet coussin. Et il y a eu le redémarrage. Le redémarrage pour les convertibles, janvier 2019. Le redémarrage des marchés actions traditionnels, mars 2009, pardon. Excusez-moi. Mars 2009. Le redémarrage pour les actions traditionnelles, mars 2009. Donc vous voyez que même dans le rebond, qui était équivalent, on parle de 90% de performance en 2009 sur les deux classes d'actifs. Donc là encore, ça marchait. Donc c'est une classe d'actifs plus résiliente. C'est une classe qui est résiliente, évidemment. Et puis on a eu, là, très récemment, 2020, 2021 et 2022, qui ont aussi mis à mal la classe d'actifs. Très, très belle performance en 2020, qu'on paye en 2021. 2022, écartement des spreads, les taux se relèvent. On se retrouve dans un univers de transition entre les taux zéro et puis l'univers que l'on connaît aujourd'hui. 2023... c'est une classe d'actifs qui fait 10% au global, 7,5% sur le marché européen. Depuis le début de l'année, on est à 3-4% sur le marché des convertibles européens. Quand on est à 5% sur le marché actions, on a retrouvé la dynamique, en fait. Et c'est donc un secteur qui est porteur en ce moment pour... Oui, c'est un secteur qui est porteur pour un investisseur qui voudrait rentrer dans cette classe d'actifs parce qu'on a une zone d'incertitude. On voit que la macro n'est pas forcément très supportive, très constructive pour des investisseurs qui voudraient prendre du risque.
En revanche, on regarde les entreprises, elles ont quand même publié des bons résultats d'année 2023 et le premier trimestre 2024 pour l'instant est plutôt bon. Ils confirment les attentes aussi attendues pour 2024, donc tout ça c'est très positif. Donc on a envie en fait de rester, mais on a cette incertitude qui joue plutôt en faveur des convertibles évidemment parce que on va se dire je veux garder le paradigme que je cherche. Mais on se rend compte d'une chose aussi derrière tout ça, c'est que oui, bien sûr, c'est le bon moment. On a aux États-Unis un marché primaire qui fonctionne à plein. Il est encore en retard, et j'insiste sur le terme retard. On attend que les émetteurs arrivent dans notre marché de façon vraiment très, très dynamique. On a eu des nouvelles émissions, mais on sait qu'il y a un appétit pour les nouvelles émissions et on peut les accueillir et ça devrait arriver. Les taux sont élevés, on a des prix actions qui sont relativement élevés ou plutôt bien pricés. On a des refinancements à venir pour 2025, même pour la fin d'année 2024 encore. Voilà, donc il y a des choses à faire. Et puis si on veut profiter en fait surtout du paradigme des convertibles, encore une fois j'insiste, il faut être tout le temps investi sur les convertibles. J'irai même au-delà. Si jamais ce que je dis est vrai, et c'est le cas, on a des charts pour points, c'est imbattable comme profil de performance. Conclusion, il vaut mieux être tout le temps investi sur les convertibles et arbitrer avec un pool de risque plus ou moins élevé sur les actions. D'accord. La théorie, elle serait là au regard justement de ce profil de risque. D'accord. Et c'est quand même l'inverse que les investisseurs ont tendance à faire. C'est malheureusement l'inverse. On voit souvent les investisseurs traiter de la convertible un peu in-out. Oui, effectivement, et c'est dommage parce que ça met à mal justement cette classe d'actifs. On a un indicateur qui est l'indicateur de cherté ou de décote. Et c'est tellement complexe comme univers qu'on a un indicateur de valorisation qui s'appelle pas PE, V sur EBITDA ou Credit Spread ou Relative Value et des choses comme ça. C'est décote ou cherté. Et donc, c'est très lisible. Et en ce moment, on est sur un marché qui est relativement bien pricé. D'accord. Et alors, si on veut rentrer, comment on peut se positionner ? Il y a des fonds traditionnels qui permettent de le faire ? Bien sûr, on a une foultitude de fonds traditionnels qui peuvent le faire, qui sont présents dans ce marché depuis 20 ans. Je les connais depuis 20 ans. Tous ces chers gérants, c'est une famille en fait, vraiment. C'est un univers qui est particulier, qui a cet avantage d'avoir une certaine promiscuité avec les émetteurs, entre les banques. Donc, il y a une attente pour faire en sorte qu'on puisse vraiment offrir les meilleures solutions pour des investisseurs finalement en finale de toute cette chaîne de production. Vous pouvez y aller, vous pouvez investir sur des fonds européens, des fonds globaux. Ils existent depuis très longtemps. Je pense par exemple à vous avez Groupama, Rothschild, la financière de la Cité. Ce sont des fonds qui existent depuis 1996 ou 2006. Sont les gérants. Donc il y a quand même un track record important, des gérants très connus, avec une très forte expertise. On peut y aller. Oui, bien sûr. Merci Émeric pour votre éclairage sur ces produits encore peu connus. Alors Émeric de Tappy, responsable de la recherche convertible chez Spread Research, était l'invité de Smart Bourse ce soir.